Femmes d'avenir est un club étudiant qui, chaque année, organise une conférence féministe. Le but est de donner la parole à des femmes dont le parcours et la façon de penser résonnent avec le thème de l'année. La conférence de cette année n'a pas pu avoir lieu à cause d'éléments indépendants de notre volonté, dont des menaces de la part d'un syndicat étudiant d'extrême droite. Nous voulions tout de même donner la parole aux femmes qui devaient initialement intervenir au travers d'épisodes de podcast. Cette année, Femmes d'avenir s'interroge sur les règles qui régissent notre société et comment les réécrire. Pendant nos études, on nous inculque qu'on est l'avenir de l'humanité. En parallèle, les réseaux sociaux nous jettent à la gueule la violence de notre société et insinuent que l'on ne doit pas rester inactif car cela voudrait dire que l'on y participe indirectement. Quand on a 20 ans et qu'on est assailli par toutes ces injonctions, on peut vite s'y perdre. Quelle cause servir ? Comment s'investir ? Quel est notre rôle dans ce sac de nœuds ? Jusqu'où devons-nous aller pour faire avancer la société vers l'égalité des genres ? Avec les invités de cette série de podcasts, nous parlerons de féminisme, d'engagement militant, de conviction et surtout de comment elles ont réécrit les règles de leur vie et de la société à leur échelle. Avant de commencer, on aimerait remettre en contexte ce qu'on entend par les règles de notre société. C'est un sujet très vaste et aujourd'hui on s'intéresse à la société qu'on a en France, c'est-à-dire une société occidentale, mondialisée et patriarcale où l'égalité des genres n'est pas à prendre pour acquis. Réécrire les règles a été nécessaire dans l'histoire afin de faire progresser nos droits, à l'image des suffragettes en France, de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud ou encore de l'indépendance de l'Inde. Les règles sur lesquelles nous allons discuter sont les règles sociales qui régissent notre quotidien. Attentes normées, sexisme ordinaire, misogynie, mais aussi celles des comités sportifs. Dans le cas des règles juridiques qui encadrent l'engagement militant, la légalité des actions de désobéissance civile est questionnée par certains. Vincent Bregart, avocat au barreau de Paris, spécialiste de droit pénal et libertés fondamentales, rappelle que le droit à la résistance est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Pour autant, certaines actions de désobéissance civile restent répréhensibles par la loi. Réécrire les règles du sport et du genre. Pour ce premier épisode du podcast, nous accueillons Sandra Forgue, séiste professionnelle. Avec Sandra, nous avons parlé de la place de la femme dans le sport et spécialement de la femme trans en compétition. On a pu retracer les éléments marquants de sa transition de genre, notamment sur les différences de traitement par la société qu'elle a pu observer et subir avant et après sa transition. Elle nous partage tout au long de l'épisode ses inspirations et ce qui l'aide à passer au-delà des règles établies par notre société. Enregistrer cet épisode avec Sandra a été une bulle de douceur et d'espoir. On vous laisse l'écouter et prendre ce qui résonnera en vous. Bonne écoute. Bonjour Sandra. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir au podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et dire selon toi comment est-ce que tu as réécrit les règles de ta vie ? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Sandra Forgue, j'ai 56 ans, je m'appelais Wilfried Forgue jusqu'à une transition de genre que j'ai effectuée sur le tard parce que dans mon enfance on ne parlait pas de transidentité, donc voilà, je l'ai fait à mes 46 ans. J'ai été à l'époque champion olympique de canoë-kayak. J'ai fait des études aussi à l'université Paul Sabatier d'informatique. Je suis toujours informaticienne, directrice du système d'information de la société distribution services industriels. Et je suis aussi présidente du conseil d'administration du CREPS de Toulouse, donc garder un pied dans le sport. On voulait commencer par parler de ta carrière de sport de haut niveau et que tu nous expliques un peu comment t'en étais arrivée là et comment t'avais choisi le canoë comme sport. Alors comme beaucoup de sportifs, parfois ce sont des hasards qui se cumulent. Moi, j'étais pas très douée avec un ballon, que ce soit au pied ou que ce soit à la main. Pourtant, j'habitais à Bagnères de Bigorre, donc au pays du rugby. Mes parents faisaient du canoë-kayak en loisir. Ils avaient remonté un club. Et là-bas, il y a la Dour qui passe, fait de merveilleuses rivières pyrénéennes, donc il y a plein d'endroits pour en faire. Et puis, je faisais beaucoup d'équitation aussi. Ma maman adorait ça, l'équitation. Elle était prof de gym, donc je baignais dans le sport. Mais c'est vrai que le canoë-kayak, c'était juste un loisir pour traverser les rivières pyrénéennes. Et c'est la venue d'un athlète de haut niveau
qui était Tarbais, lui, bon, c'est pas très bien loin, hein, mais qui, lui, le club de Tarbes faisait la compétition. Cette personne est venue monter un salon de coiffure à Bagnères de Bigorre et s'est proposé de nous entraîner individuellement. Et puis, avec mon équipier, au bout d'un an, on a fait du canoë 8 places et ça a super marché d'entrée de jeu. Ce qui fait qu'on a monté les échelons très rapidement. Lui connaissait très bien le haut niveau, donc il a pu vraiment nous focaliser sur l'entraînement de haut niveau. On s'entraînait mieux et plus que tous les autres. Et voilà, donc on est vite arrivé à gagner le championnat d'Europe junior. On était cadets. Puis après, on a été pris dans les limbes des équipes de France jeunes, puis juniors. Et ensuite, voilà, tout est parti d'un seul coup. Et moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement parce que j'étais quelqu'un de très distrait, de très tête en l'air. Ouais, j'étais joueur, j'étais pas trop dans la qualité, dans la quantité de travail. Le mot travail, je le supportais pas. Et Dieu sait si ma vie a été orchestrée autour du travail. Mais voilà, bon, j'étais quelqu'un qui était dans ces nuages parce que j'avais déjà ce problème de transidentité, mais je ne me formalisais pas. Et puis le sport m'a aidé à me structurer. Tu as dit que tu avais fait des études aussi, donc tu étais informaticienne à côté. Est-ce que tu as toujours fait du sport de haut niveau à côté aussi de cette activité d'informaticienne ou... Alors, ce qu'on appelle un double projet de sportif. Hein. C'est vrai que vivre de son sport, on peut. Hein. Il y a pas mal de sports, y compris amateurs, pour lesquels on peut vivre, tout simplement en étant entraîneur ensuite ou encadrant, tout simplement. Mais moi, je n'avais pas choisi cette voie. Mes parents étaient enseignants. Malgré une dyslexie, malgré les difficultés en langue, déjà avec le français, hein, je ne me battais pas avec les langues étrangères, moi c'était déjà avec le français. Du coup, j'étais orienté plutôt sur les matières scientifiques, ce qui fait que à la fin du lycée qui était pour moi un cauchemar, mais à la fin du lycée, je suis partie vers un doc de maths, carrément, hein, autant oser. Et oser, ce sera un fil conducteur de toute ma vie. Hein, j'ai toujours osé, faire un doc de maths que j'ai fini par avoir, avec de l'aide, avec le soutien de professeurs, parce qu'en même temps, effectivement, on était athlète de haut niveau, donc la journée type, c'était on se lève à 7h du matin, à 8h, on est debout à la fac, à midi, on part à l'entraînement, on revient à 14h, on reva à la fac, on repart le soir à l'entraînement, on finit par faire ses études, enfin ses révisions, on se couche à 22h, 23h, et puis le lendemain, ça repart. Et puis, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances, c'est tout le temps comme ça. Mais comme les résultats sont là, c'est une passion, tout est une passion, tout va très vite. Et puis un résultat en chasse un autre, un examen en chasse un autre, et puis on se sent vivre, on se sent vivant, donc on enchaîne tout ça, voilà. Et puis il y a la perspective des Jeux Olympiques, donc des rêves de gamin, et puis on débarque en équipe de France, une équipe de France qui domine le monde, qui ne le dominait pas 10 ans auparavant. Hein. Simplement, j'arrive au bon moment, au bon endroit, encadré par des concurrents, amis qui nous apprennent plein de choses, des entraîneurs de très très haut niveau, un dispositif à Toulouse ici, idéal pour les études. Voilà, donc il suffisait d'être un peu sérieux à l'affaire, un peu doué à l'origine aussi, pas en études, mais au moins en sport, pour que ça marche, et ça a marché. Et après, quand tu as fait ta transition, comment tu as pu continuer ta vie sportive en sachant que forcément ton corps, il a dû évoluer, il a dû changer. Et quand on est sportif, son corps, c'est quand même hyper important pour... C'est ton outil de travail un peu. Alors oui, bien sûr. En fait, quand j'étais jeune, dans les années 80, on ne parle pas de transidentité, on entend juste quelques mots comme transsexuel, tout de suite assimilé à la prostitution et au cabaret. Donc, moi, je ne m'assimile pas à ça. Et après, je ne comprends pas pourquoi je vais être une fille, pourquoi tout m'attire dans la vie d'une fille, et finalement, sauf les garçons. Mais tout le reste, oui. Et donc,
ça va être surtout à l'arrêt de ma carrière en 2000 que tout va s'accélérer. C'est-à-dire que je supporte plus le garçon que je suis. Parce que tant que le sport est là, finalement, il s'en sort bien le garçon, puis il a des résultats, puis c'est plus facile de faire du sport dans un corps de garçon. Mais quand même, de temps en temps, dès que je suis seule, en fait, je suis pas seule, je suis seule parce que je suis une fille. Voilà. Donc, je cherche tout le temps le contact, tout le temps, je suis avec quelqu'un pour ériger un mur devant moi, pour m'empêcher de penser à tout ça. Mais ça me rattrape, je comprends pas pourquoi ça me rattrape. En plus, dans le sport, j'étais connue pour être une bête mentale. Parce que là, la difficulté dans le départ de Jeux Olympiques, vous jouez 10 ans d'entraînement bi-quotidien en 1 minute 30. Donc, en 1 minute 30, tout est fini. Et voilà, il faut être là. C'est pas à ce moment-là qu'on dirait qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, et si je faisais autre chose. Non, voilà, il faut être vraiment focus sur ce qu'on fait avec la meilleure des énergies. Il faut aussi un peu de chance, voire beaucoup. Mais c'est vrai qu'après le temps de réflexion, une fois que la carrière s'arrête, même si le boulot prend le relais, on a quand même des temps de pause personnels plus longs. Et là, ça m'a vraiment débordé. Mais bon, je vais attendre encore 16 ans de plus parce que j'ai une famille, parce que j'ai un travail, parce que j'ai réussi ma vie et que je veux rien casser, quoi, parce que je sais pas ce qui va arriver. Donc, puis on parle pas trop de transition, il y a pas trop de... Il va falloir attendre vraiment les années 2010 pour qu'on voie des vidéos de personnes qui ont transité, de voir que finalement on peut vivre une vie normale. Et tout ça va se précipiter après, en 2016. Et donc, effectivement, à ce moment-là, je fais plus du canoë-kayak, pas beaucoup. Encore que, puisque j'annonce cette affaire, je suis dans un canoë avec mon équipe. Non, ce que je dis, c'est faux, j'en fais encore, mais vraiment en loisir. Avec mon équipier, on était même remonté en division 1, alors qu'on était déjà chez les vétérans avec des numéros. C'est comme les ceintures étoilées ou les généraux. Plus il y a d'étoiles, ça a l'air mieux, mais en fait, ça veut dire que plus t'es vieux. Et donc, nous, on arrivait quand même, voilà, on en a tellement fait que tout est inscrit dans notre cerveau. On n'a pas besoin de s'entraîner en dehors du physique, parce que le physique, on le perd, évidemment. Ce qui fait que je lui annonce ça, et puis ensuite, tout allait très vite, et je cours le marathon à ce moment-là. Alors, pas en 1h59, 30 secondes, comme Weiss vient de le courir, mais chez les amateurs, c'est pas ridicule. Je le cours en 3h16 en tant qu'homme, et alors que vraiment, je détestais courir quand je faisais du canoë, donc c'est quand même un paradoxe, c'est toujours osé. Je voulais pas mourir idiot, et donc voilà, je m'étais mise au marathon. Et en 6 mois, je suis passée de 3h16 à 3h50. Voilà, avec plus de testostérone, des oestrogènes, les mêmes muscles, les mêmes entraînements, et plus du tout d'impulsion, plus du tout de faculté cardiovasculaire pour assumer ça. Et donc, un corps qui sature très vite, un cœur qui monte. Voilà, donc aujourd'hui, dire que une personne transgenre a forcément des avantages parce que c'est un homme, c'est totalement méconnaître le sport. Et ta mentalité de sportif, ça t'a aidé pendant ta transition peut-être à surmonter le regard des autres, les critiques que tu as pu avoir, ou pas forcément? Si, les deux m'ont utilisé, c'est-à-dire que ma transidentité me permettait, quand j'étais athlète, de m'évader. Enfin, ce qui est compliqué, c'est de sortir de l'enjeu des compétitions, surtout en championnat du monde, aux Jeux Olympiques, ou des sélections, parce que c'est pire. Aux Jeux Olympiques, si vous gagnez, vous gagnez. Si vous perdez, vous êtes au jeu. Bon, voilà. Mais dans une sélection, si vous perdez, vous perdez et vous n'allez pas au jeu. Donc vous perdez tout. Et si vous gagnez juste le droit d'aller au jeu, quoi. Donc, il y a une pression qui est vraiment très très forte pendant ces moments-là. Et moi, je partais dans mes rêves de fille, je partais dans mes vies, on va dire, inventées et du coup, je déconnectais complètement de l'activité. Et donc, ça relâchait mon cerveau, ce qui me permettait d'être encore plus concentré après. Et puis, je ne mettais pas toute ma vie là-dessus aussi. J'avais un boulot, j'avais une famille, donc si le sport s'arrêtait, et ça, il avait failli s'arrêter sur des blessures graves, voilà, je savais que de toute façon, ça continuerait derrière. Et donc, ça m'a aidé. Et puis ensuite, une transition, c'est un saut dans le vide. Hein. C'est-à-dire que vous savez d'où vous partez, vous savez qu'est-ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir.
Plein de gens essayent de vous persuader que vous faites fausse route, que vous avez des pulsions, que derrière vous allez vous écrouler, que plus personne... Enfin bon, voilà, vous avez tout et son contraire. Mais il y a un moment de déconstruction où on détruit la personne que l'on est pour mieux se réapprendre dans le bon genre, mieux se découvrir. Du coup, on fait des accélérations, on vit une adolescence, enfin enfance, adolescence en 6 mois, 2 ans. Donc, on fait des erreurs assez ahurissantes, sociétales, parce que convaincu, on l'est forcément. Quand on décide de faire une transition, c'est que mentalement, on est convaincu, comme toute personne cisgenre est convaincue d'être ce qu'elle est, avec toutes les tares qu'on se voit toujours sur nous les filles, mais quelque part, on est quand même convaincu. Quand on est transgenre, on n'est pas du tout convaincu, et donc on ne sait pas pourquoi on est comme ça. Et quand on décide d'aller dans l'autre genre, on part dans une phase où on n'est plus la personne qu'on était, on n'est plus le genre qu'on était. Moi, je n'étais plus un homme, mais je n'étais pas encore une femme, et on arrive un peu dans un vide sidéral, et dans lequel il faut avoir un but et des capacités. Et donc, moi, là, le sport m'a beaucoup aidé parce qu'on passe par des moments vraiment, vraiment atroces, vraiment difficiles, qui physiquement sont durs aussi. Et donc, moi, ça, je les avais connus en tant que sportif. Et donc, je savais que si on s'accrochait, voilà, que derrière les nuages, il y a le soleil. C'est super intéressant parce que plus tôt, tu as dit que c'était plus facile de faire du sport comme en étant un garçon. Et tu as aussi dit que tu avais réussi ta vie en tant qu'homme, finalement. Est-ce que, du coup, c'était vraiment l'abandon de tout ça et retrouver, du coup, autre chose, mais en fait, t'avais pas vraiment de modèle aussi, ou t'avais réussi à trouver des inspirations chez des personnes, des modèles Il y avait quelques modèles qui m'ont inspiré, qui m'ont d'ailleurs, on va dire... convaincu qu'il fallait que je... Alors, pas convaincu en direct, je ne les connaissais pas à l'époque. Olivia Chaumont, il y avait plutôt d'autres personnes qui venaient avoir fait ces transitions. Mais c'est vrai qu'on fait un propre parcours personnel quand même. Même si on vit quasiment la même chose toutes, c'est quand même un parcours individuel. Et donc... dans ces moments-là, on pense juste à soi, quand on pense à son équilibre. Moi, je savais ce que j'avais fait, j'étais fière de ce que j'avais fait dans ma vie, donc j'avais pas ce problème-là. Il y en a qui changent de vie, qui veulent changer de vie, mais qui avaient raté leur vie ou qui espèrent justement avec une transition réussir sa vie, alors que c'est faux, quoi. La transition, ça complique sa vie. C'est comme quand on dit dans un couple, les gamins, ça vous amène le bonheur, donc ça vous amène juste des emmerdes, il faut gérer à 2. Mais avec tout quand même ce bonheur derrière. Mais voilà, ça ne fait que complexifier la vie. Une transition, ça complexifie la vie. Donc, les transitions les plus heureuses, c'est les transitions de vie qui étaient déjà réussies. Dans des endroits où c'est possible, parce qu'il y a des endroits, beaucoup d'endroits dans le monde où ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé ma transition, je savais que je réussirais. Alors, à quel niveau, je ne savais pas. Je m'étais fait, on va dire, des scénarios les meilleurs et les pires. Les pires, c'était que j'étais ostracisée, que personne ne voulait me parler, que ma famille ne voulait plus me parler, que mes enfants ne voulaient plus me parler, que voilà. Bon, j'avais trouvé la solution, j'allais partir au Canada où il y avait quand même beaucoup plus d'inclusion là-bas à ce moment-là. Ma cousine habitait au Canada et moi, si il fallait que je fasse des ménages ou que j'aille faire de la plonge dans un resto pour être une femme, je l'aurais fait parce que d'abord, c'est parce que c'est pas des métiers dégradants du tout. Et que ça m'est arrivé de le faire au cabaret de mon frère. Je faisais ça, je l'ai fait de nombreuses fois. Mais c'est vrai que j'étais prête à tout, à faire n'importe quel métier, pas forcément dans mes formations, dans mes compétences, pour vivre, juste vivre, en fait, c'est ça le truc. Et puis, il y avait la version maxi. Bon, j'étais présidente du conseil d'administration du CREPS, quelque chose qui est très institutionnel, avec le préfet, les recteurs, les présidents de région, enfin voilà, des endroits, c'est pas fun, quoi, c'est pas le truc où vous annoncez une transition de genre, quoi, surtout, enfin... 10 ans auparavant, ça aurait été compliqué, mais là, il y a 10 ans, justement, il y a 20 ans, ouais, ça fait déjà 10 ans, mon Dieu. Il y a 10 ans, mais je l'ai fait.
Je l'ai fait, ils sont tous levés, ils ont applaudi. Donc, il y a des choses comme ça. Et donc, je pensais que ça allait s'arrêter, ça, le Krebs. Et finalement, j'étais président d'une ONG environnementale. J'ai dit, bon, là, on est dans le respect de la nature, respect de tout ça. Donc, on est plus dans l'inclusion. Eh bien, pas forcément. Alors oui, mais pas que. Et en tout cas, les institutions étaient déjà préparées, ce qui fait que moi, j'ai fait ma transition. Et le scénario que je vis aujourd'hui est largement au-dessus de mon espérance la meilleure. Donc, non, moi, aujourd'hui, à part le fait que j'arrive pas à perdre du poids, le reste, tout va bien. Quand on a préparé l'interview qu'on s'est appelé la semaine dernière, il y a un moment où tu nous as dit, on a retenu la phrase parce que ça nous a un peu marqué, j'ai eu un écosystème enfant de garçon, je n'ai pas été élevée en tant que petite fille, je n'ai pas appris à me taire et à me soumettre. Quand tu es devenue une femme, est-ce que tu as fait face à des choses que tu n'avais pas imaginées, des phénomènes sociétaux peut-être qui sont imposés aux femmes et qu'en tant qu'homme, on ne se rend pas compte avant qu'il se passe ça, il faut apprendre à faire avec? Alors complètement, ça a été un peu ma surprise parce que moi en tant qu'homme, je militais pour l'égalité homme-femme et puis j'avais ce cerveau de fille, mais j'ai eu cette éducation de garçon et donc on se retrouvait entre garçons, il y a ce combat qui est invisible ou qui est, on va dire, qui n'est pas assumé parce qu'il devient invisible parce qu'on le fait naturellement. Et il y a un genre de compétition quand on est gamin, on va se taper un peu dessus, les petits garçons, ils se tapent l'épaule, tout ça, ils viennent vous embêter. Mais en fait, un adulte, ça n'est ni plus ni moins la même personne avec les mêmes réflexes. Voilà, il tape plus sur l'épaule, encore que, mais dans un combat intellectuel de projet pour atteindre un niveau social, va hausser le ton, va avoir une façon assez agressive d'aborder les choses. Et entre hommes, il y a un genre de compétition avec le respect de l'adversaire. C'est un homme, ça peut frapper, ainsi de suite. Et quand ces gens-là vont parler avec les filles, ça va être tout autre chose. Donc, quand vous avez un homme qui parle avec une fille de gré à gré, éventuellement, même il y a la séduction qui peut rentrer en compte, des deux côtés d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez facile. Enfin, ici, en France, en 2026. Mais dès qu'un deuxième homme qui vient dans la micro-réunion, ça devient plus compliqué. Les garçons parlent beaucoup plus facilement entre eux, ou du moins se mesurent entre eux. Et si un troisième garçon, vous n'avez plus la parole en tant que femme. Même moi, j'ai eu l'expérience où les hommes, petit à petit, ont refermé le cercle et m'ont exclu du cercle. Un truc de fou. Et en plus, alors, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, j'ai pas perdu ma voix d'avant. J'ai une voix très grave de garçon. C'est juste de l'orthophonie, hein, apprendre à éliminer les fréquences basses. Mais simplement, je pouvais pas la sortir, la voix, parce que ça allait plus faire féminin. Et donc, c'était ahurissant, quoi. Et donc, obligé d'attendre que tout le monde ait parlé, que tout le monde, à la limite presque, se soit tapé dessus, pour enfin dire les choses et éventuellement exister. Mais au départ, moi, j'étais choquée. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et puis, je voyais que les autres femmes, elles trouvaient ça normal, quoi. Ça les perturbait pas. Presque une forme ouais, pas d'habitude, mais de résilience, quoi. Du bon, de toute façon, les garçons, c'est comme ça, c'est machin, je ferai autrement, un détournement pour arriver à nos fins. Et donc, en réunion, moi, il y a des fois, je combats davantage, et les femmes après disent, mais comment t'as fait et tout? Ah, mais t'as dit ça, mais t'as osé. J'ai dit, mais les filles, lâchez-vous, quoi. Et puis, et quand les filles, elles font ça, alors, de façon exagérée, dans le même combat des hommes, c'est ridicule parce que les voix utilisent vraiment leur voix grave, les tons graves, il y a des accents. Et donc, chez les filles, ça donne une hystérie, une forme de voix qui monte, d'énervement. Alors que pas du tout. Un combat, il doit être le plus calme possible. Mais une fille, elle peut pas, par la voix, arriver sur les mêmes tonalités. Donc, il faut le faire plutôt avec de la gestuelle, avec des faibles voix. Demander le silence, faire des choses. Et là, vous déstabilisez tous les hommes. C'est juste génial. Mais il faut y aller avec d'autres armes. Et est-ce que tu t'es rendu compte, toi, que tu avais pu avoir des comportements, du coup, un peu comme ça, en étant homme avant? Incroyable, le truc où après, je me disais, mais tiens, mais elle n'a pas parlé, elle. Et puis me dire que j'avais fait exactement la même chose. Couper la parole,
Dès que la fille qui va partir sur des explications, parce il faut qu'elle assume davantage, qu'elle soit plus cohérente, que ses dires soient plus justifiés, lui couper la parole direct. Donc, du coup, et puis me dire après, mais t'as fait n'importe quoi, et ça. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que je veux pas sauver les hommes, mais malheureusement, si eux ne font pas attention à ça, naturellement, ils sont poussés pour avoir ces comportements. Donc, c'est à nous aussi, les femmes, aujourd'hui, à dire, à taper sur l'épaule et dire, attends, mon grand, stop, on arrête, on revient en arrière. Et en général, ça se passe mieux. Et sur les hormones, parce qu'on n'a quand même pas les mêmes hormones, les hommes et les femmes, est-ce que tu as aussi senti un changement, peut-être dans ta manière de réagir dans certaines situations, parce qu'on parlait de la force quand tu fais du sport, mais on dit aussi que les femmes, elles ressentent plus d'émotions plus facilement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté aussi ? Alors, complètement. Pour moi, la plus grosse différence, c'est vraiment le côté hormonal. La testostérone, c'est un dopant. De toute façon, on le connaît depuis les années 80 avec l'Allemagne de l'Est, qui dopait ses sportives à la testostérone, en les massacrant, physiquement d'ailleurs, et psychologiquement. Mais c'est vrai que cette testostérone permet d'emmagasiner une énergie très courte et d'une violence inouïe, en fait. Ce qui fait que c'est ce que moi j'ai senti perdre dans le sport, c'est ce côté impulsion. Un geste, il est moins rapide, moins brutal chez une femme. Ce qui fait que à la course à pied, rien que l'impulsion sur un pied va donner une foulée moins grande. Voilà, c'est comme ça. On sait que sur les ultra-trails, les très très grands ultra-trails, les facultés d'emmagasiner de l'énergie au bout d'un moment se font grâce à l'œstrogène et plus à la testostérone. Mais il faut vraiment avoir des distances de malade. Ce qui fait que si une femme arrive à résister dans les meilleurs sur la fin des courses, elle peut potentiellement gagner à la fin. Mais bon, il faut d'abord résister, quoi. Mais c'est vrai que majoritairement, on sait que les hommes sont 20% plus costauds qu'une femme. C'est peu et beaucoup, mais c'est cette testostérone qui fait la différence. Et ces gestes, et c'est aussi un filtre émotionnel, la testostérone. C'est-à-dire qu'un homme, il peut monter, il peut à un moment donné péter un plomb, c'est pas un souci, ou il peut descendre, mais on va le voir venir, quoi. C'est quelque chose qui monte petit à petit. Et moi, quand j'ai plus de testostérone, du jour au lendemain, ça a été le yo-yo 15 fois par jour. Ah ouais, mais moi, je trouvais ça trop bien. Mais voilà, quoi, c'est très différent au niveau du cerveau. Donc, si vous n'avez pas un cerveau qui est adapté à ça, c'est compliqué. D'ailleurs, les hommes à qui on enlève de la testostérone, d'un point de vue médical, cancer des testicules, des choses comme ça, sont brisés psychologiquement parce qu'ils voient leur virilité fondre, ils voient cette capacité d'emmagasiner l'énergie fondre. Et ça les mine, quoi. Moi, ça a été salvateur. Sauf que quand on veut faire du sport, tout va beaucoup plus lentement. Je me souviens d'Alexia Serenis, qui est une rugby woman, qui a fait sa transition, qui a continué à jouer au rugby après. Elle disait, moi je vois le plaquage, je le vois, mais j'y suis pas arrivé parce que mon corps il n'est jamais arrivé à pouvoir plaquer la personne. Donc en fait, on a le cerveau qui va devoir apprendre à ralentir. Donc au départ, c'est un peu n'importe quoi. Et ça peut, à la limite, même donner quelques avantages, là, pour le coup, parce que psychologiquement, on est plus à même de pouvoir voir une vitesse accrue. Donc, on va voir arriver les choses plus vite, plus rapidement, comme si, en fait, d'une joueuse qui jouerait qu'avec des hommes toute sa carrière. Elle verrait les choses plus vite que quand elle joue avec les filles. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même aussi beaucoup de mixité dans le sport. Sauf qu'à un moment donné, il faut que les femmes puissent quand même s'amuser et aussi gagner. Et donc, voilà, il y a tout un débat autour de tout ça. Mais c'est vrai qu'il est vraiment important de faire gaffe à aux hormones qui ne génèrent pas les mêmes choses. Et en plus, l'œstrogène, moi je l'ai bien vu, c'est quand même organisé pour emmagasiner de l'énergie sous forme de graisse. Ça marche très bien. On fait du même sport avec plus d'impulsion, plus de moteur, mais en plus le sac à dos, quoi. Donc ça va moins vite. Et puisqu'on a commencé à en parler, tu as fait partie d'une commission sur les sujets de personnes transgenres dans le sport. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, en 2024, j'ai co-présidé avec le docteur Jean-François Toussaint à l'INSEP à Paris une commission qui a étudié l'inclusion des personnes transgenres dans le sport de haut niveau. Une partie d'intersexuation, mais on n'a pas approfondi le sujet parce que on s'est rapidement aperçu que ne s'agissait pas de la même chose entre des femmes hyper androgènes, femmes cisgenres hyper androgènes, et des personnes transgenres, donc des personnes qui ont changé de genre. Donc, comme on voulait répondre avec des certitudes, avec un certain nombre de garanties scientifiques et de qualité, on a focalisé la chose sur la transidentité. Donc, on a étudié ça pendant 1 an, en auditant les plus grands spécialistes du monde, en étudiant toutes les publications scientifiques qui avaient lieu sur ces sujets-là, regardant leur pertinence scientifique, en essayant de voir le côté statistique des choses, sur la biologie, la mécanique, le sport, enfin un peu la psychologie, la sociologie. Voilà, on a étudié un peu tout le cadre et on a fait un rapport qu'on a remis au ministère des Sports et qui a été repris, qui a été relu, qui a été lu, dont le CIO a eu copie, a commencé à travailler sur le sujet, jusqu'à ce que notre ami Trump arrive. Ah oui. Du coup, tu vois une différence vraiment... En fait, t'en parlais tout à l'heure qu'on a de la chance parce qu'on est en France en 2026, mais effectivement, on y pense aussi, c'est que c'est pas le cas dans tous les pays, et notamment un des pays qui a pas mal de pouvoir, et où seront les prochains Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette différence justement entre la France, où il y a pu y avoir ces questions et ces évolutions, et les États-Unis de Trump où... Le sujet est vaste, on pourrait en parler des heures. Donc je vais essayer de résumer un peu ma vision des choses et la situation telle qu'elle est. Ce qu'il faut s'apercevoir en filigrane, avoir toujours en tête, c'est que la transidentité, qui est récente en fait, puisqu'on était des malades mentaux avant 2010 en France et en 2020 au niveau mondial, est une diversité humaine, comme d'être gaucher, d'avoir les yeux bleus. Voilà, il y a très vraisemblablement une inversion du cerveau à la naissance. On est comme ça, on n'y peut rien. Puis ensuite, il y a les facteurs sociaux qui arrivent. On fait une transition, on n'en fait pas. On sait que la planète est peuplée d'homosexuels refoulés et qui sont très violents envers les homosexuels d'ailleurs. Et donc, il y a forcément des transgenres refoulés qui ont une haine envers les trans et envers l'identité de genre ou l'expression de genre. Donc, je connais une trans qui était à la manif pour tous, quoi, pour lutter contre tout ça, et qui un jour s'est dit mais je fais n'importe quoi, et bon, évidemment qui a bien revu sa copie, mais voilà, il y a des comportements, on sait que souvent on fait subir à notre descendance des mal qu'on a subis soi-même sous forme de on ne sait pas trop les mécanismes, enfin si on les connaît, mais c'est des mécanismes complets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transidentité comme l'homosexualité, s'accepter, c'est un degré de liberté. C'est ce qui va finaliser avec, d'ailleurs, les Pride House et les marches de la fierté, ce côté on est comme on est, et vous n'avez pas à nous juger, et on peut très bien vivre ensemble, puisque nous on vous enlève rien, c'est juste arrêter de vouloir nous enlever la vie. Et donc c'est un symbole de liberté. Or tous les régimes totalitaires, et les États-Unis sont dans une pente de totalitarisme avec Trump, et tous les partis extrêmes, au sens large, enfin extrême droite, cherchent à couper les libertés, puisque pour être autocrate, pour être dictateur dans un pays, il faut cantonner la population, il faut la soumettre, parce que tout simplement, pour garantir vos propres avantages, il faut à un moment donné faire en sorte que ceux qui ne les ont pas se taisent. Voilà. Donc c'est l'antidémocratie. Par évidence. Donc les personnes LGBT au sens large ont cette image de liberté. Et donc Trump, d'entrée de jeu, comme tous les partis comme Poutine, avant Trump, ont tapé sur cette liberté d'être,
Et donc, on construit, on va dire, un discours anti-LGBT et anti-trans. Donc, très rapidement, avant de combattre le sport, Trump a combattu les trans. On les interdit dans l'armée, en essayant d'interdire les transitions, en racontant n'importe quoi sur les jeunes. Enfin voilà, vraiment en mettant des fake news à tout niveau, mais en préparant la population, parce que ces régimes autocratiques, ils ont besoin de diviser pour vivre. Et donc, en divisant la population sur ces sujets-là. Sauf que quand même, la transidentité avait eu un élan, même aux États-Unis, plutôt positif. Et donc, il fallait qu'ils puissent trouver quelque chose qui était un biais sans pouvoir être critiqué de transphobe ou être même inquiété juridiquement. Et c'est là que le sport est arrivé. C'est-à-dire que sur l'autel de l'équité, qui n'était absolument pas remis en cause, ou sur des cas très très particuliers, ils ont surfé et ont fait un barouf monstrueux, financer des fausses études, financer un lobby qui est monstrueux, demander à plein d'associations sportives de sauver le sport féminin de ces hommes monstrueux qui se disent être des femmes. Et donc, comme les a priori sont faciles, ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire que vous prenez des postulats qui sont pas forcément vrais, mais qu'on va pas démontrer, surtout pas démontrer. Vous faites toute une démonstration fausse, mais qui quelque part, ou voire même quelques vérités, mais qui arrive sur quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Et l'équité ou l'inéquité générale telle que Trump ou que les ultra-conservateurs veulent le faire savoir, on sait parce qu'on l'a étudié, être faux. Voilà. Il peut y avoir des cas où effectivement il peut y avoir un avantage. Déjà lorsqu'une personne trans n'est pas hormonée, parce que là effectivement on se retrouve dans un équilibre corporel qui fait que les 20% que l'on a observé de différence entre les hommes et les femmes vont se répercuter. Donc là, effectivement, il y a un avantage. Mais le nombre de personnes trans qui ont fait une transition dans le temps hormoné n'est pas du tout suffisante pour en déduire aucune conclusion. Donc on a quelques cas, dont une volleyeuse qui est beaucoup plus grande que la plus grande des femmes cis. Donc comme avec une hormonothérapie, vous ne rapetissez pas, juste l'âge, et bien vous gardez cet avantage en fait. Donc là oui, on a une inéquité forcée. Donc il faut édicter des règles qui peuvent être sport par sport avec des facteurs de performance qu'on peut mesurer, qui sont mesurables, et globalement vous effacez la quasi-totalité des avantages. Et pour le petit qui reste, vous pouvez faire en sorte que ces personnes, effectivement, ne puissent pas concourir dans la catégorie féminine, mais éventuellement permettre de pouvoir jouer quand même encore dans la catégorie masculine. Parce que si on a des facteurs de performance au-delà de ce qu'on rencontre chez les femmes, c'est que la personne chez les hommes, elle reste quand même plutôt très très forte. Voilà. Si Mbanyama a fait une transition de genre, il restera sûrement quand même le meilleur du joueur du monde de basket, quoi. Donc, bon. Mais pas forcément. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Et attention, le nombre de personnes est tellement réduite que de toute façon, ça peut être traité cas par cas. Donc quand le CIO décide qu'on veut revenir à des tests de féminité, comme on les connaissait dans les années 96, c'est absolument pas scientifique, c'est absolument pas prouvé de rien qu'une femme, c'est une détentrice d'un gène ou d'absence de gène SRY. Ce qui est sûr, c'est que SRY au mieux peut définir un sexe féminin d'ADN, mais pas biologique. Parce que pour que ça soit biologique, il faut que vous ayez des récepteurs hormonaux qui aillent avec le gène, il faut que vous ayez plein de choses biologiques qui aillent avec ça. Si vous n'avez pas ça, vous avez un corps féminin complètement classique, mais vous êtes quand même porteur du gène SRY. Et donc, ils ont voulu trouver... ils ont fait ça à l'envers. Ils ont exclu Sébastien Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme, ultra-conservateur, a voulu interdire les personnes intersexes, donc même pas les trans, intersexes,
Et de ça, ils en ont déduit une généralité et après, ils ont essayé de trouver comment ils pouvaient exclure ces gens-là. Et ils ont trouvé cette parade qui n'en est pas une. Évidemment, le monde scientifique est vent debout. Mais voilà, les décisions politiques aujourd'hui sont là. Ça aurait pu basculer avec un président des États-Unis plutôt ouvert, plutôt démocrate. Ça aurait pu basculer vers, on va dire, un isolement de cette fédération, de ces quelques fédérations internationales noyautées par les ultra-conservateurs. Mais non, c'est Trump qui est arrivé au pouvoir et là, tout a été déclenché jusqu'à persuader la présidente du CIO de devoir légiférer contre les personnes intersexes et contre les personnes trans. Elle n'a pas le choix. De toute façon, c'est ça où il n'y aura pas de Jeux Olympiques. Et s'il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de CIO. Et on sait que Trump, il sait faire n'importe quoi. Voilà, donc il peut le faire. Et donc, voilà, ils n'ont pas voulu de remue-ménage plus que ça. Sachant que le CIO, comme les fédérations internationales, les présidents, le conseil d'administration sont élus avec l'ensemble de la sphère, de la planète, hein. Donc l'Afrique, dont l'Europe de l'Est, dont la Russie, et aujourd'hui l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, hormis le Canada. Mais c'est vrai que, notamment en athlétisme, les pays d'Afrique ont un poids considérable. Or, en Afrique, la transidentité, au mieux, n'existe pas. Au pire, nous sommes le diable. J'ai le souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 7 ans à peu près, et les choses n'ont absolument pas évolué depuis, sur un forum qu'il y avait avec les pays africains. Je suis intervenu, et un journaliste africain m'a posé une question, mais par l'intermédiaire d'une personne. Il ne pouvait pas me parler en direct, parce que sinon il allait être marabouté. Voilà. Donc, si vous voulez, quand vous devez répondre à ça, vous dites « Ouah, je commence par quoi ?» Voilà. Et il faut savoir qu'en Afrique, il y a des pays encore où on interdit d'être gaucher. Voilà. Donc, nous, en Europe, ça nous ferait rigoler de dire « Bon, ben, il est gaucher, ouah, c'est dangereux ». Mais oui, y compris en Europe, le siècle dernier, hein, c'est pas le Moyen-Âge, hein, on interdisait les gens à l'écrire avec la main gauche, et puis c'était une tare d'être gaucher. Voilà. Et au Moyen-Âge, et surtout à la Renaissance, on tuait des gens parce qu'ils étaient gauchers. Surtout des femmes d'ailleurs. Des sorcières. En même temps, la question, j'imagine, d'arriver à savoir à quel point une personne qui a fait une transition peut concourir dans le sport féminin, c'est un peu dur parce que le sport, par principe, il y a des personnes qui ont des corps plus adaptés pour faire un sport. Par exemple, tout à l'heure, on disait Wembanyama, il est plus grand, ce qui en soi est un avantage pour lui. À quel point c'est facile de dire qu'est-ce qui constitue un avantage en quelque sorte naturel qu'on a depuis sa naissance et qu'on ne pourra pas changer, et un avantage que pourrait avoir une personne, comme on a dit tout à l'heure, pour la joueuse de volley, qui là était plus grande parce qu'elle ne va pas rapetisser en faisant sa transition. J'imagine que le problème, il est un peu complexe. Bien sûr qu'il est complexe, et c'est pour ça que dans le rapport, on préconise une étude sport par sport, facteur de performance par facteur de performance. Je donne un exemple très clair. Je joue aujourd'hui au handball dans une équipe féminine, que je suis très très bien incluse, hein, et vraiment, elles ont été super. Et puis le championnat, hein, j'ai jamais eu aucun problème. Je mesure 1m77. Alors ça peut paraître grand, mais pour les femmes aujourd'hui, dans le sport, je suis président du conseil d'administration du CREPS, comme je l'ai dit. Il y a les volleyeuses et les beach volleyeuses du handball, du volley au CREPS, elles sont toutes beaucoup plus grandes que moi. Voilà. Mais au handball, donc si on prend les filles qui ont ma taille, et dans le championnat même de loisirs, j'en rencontre beaucoup, moi j'ai des épaules larges et j'ai un bassin étroit, contrairement à elles. Et au handball, il faut être beaucoup dans les équilibres, dans les postures, donc il faut être très ancré au sol, hein, parce que c'est quand même un sport de contact. Et par contre, il faut pouvoir se glisser dans les défenses entre des défenseuses. Donc quand vous avez des épaules larges, tout de suite, vous faites une faute. Et dès que vous êtes au contact en défense, c'est vous qui tombez. Donc moi qui ai un corps façonné d'homme, dans un match de handball, il faudrait que j'ai une détente d'homme
pour que ça redevienne un avantage. Aujourd'hui, ma corpulence et mon corps est à l'opposé de ce qui est performant dans le hand. Et on le voit bien, mes copines me disent, mais vas-y plus, mais je peux pas, je peux pas. Tout simplement parce que mon corps n'est pas fait pour ça. Il vaut mieux être ancré au sol que dans les airs, sinon vous tombez. Voilà. Un cas typique où quand vous me regardez dans la rue ou même sur le banc du handball, vous dites, elle va avoir un avantage. Et au final, non, j'ai un désavantage. C'est pareil, encore une fois, quand vous avez un bras qui est long, parce qu'à la naissance, vous l'avez long lié aux différentes impulsions de la testostérone dans votre adolescence. Quand vous allez enlever le muscle vous allez atrophier le muscle, le bras plus long n'est plus un avantage. On sait que le sport de haut niveau, c'est un équilibre. Équilibre corporel, sinon Tony Parker n'aurait jamais fait de haut niveau. Si c'est que les plus grands, les plus forts qui gagnent, mais c'est pas du tout ça le sport. On sait que c'est un équilibre et vous naissez avec ses facultés, vous naissez pas avec ses facultés. Et encore, ça dépend des sports. Comme je l'ai dit, moi, avec un ballon, je suis pas du tout un sportif de haut niveau. Avec une pagaie dans de l'eau, avec des équilibres, des jeux de rapidité, de vision spatiale, avec un élément qui bouge, ben oui, c'est là où je suis forte. J'aurais été forte aussi en VTT de descente ou en ski, des choses comme ça. Ce sont des sports qui sont assez similaires. Mais là encore, la puissance musculaire s'atrophie avec la transidentité. Et donc, vous cassez cet équilibre corporel et donc vous tombez dans le groupe de personnes qui n'ont pas un corps, un équilibre pour pouvoir être performants. Donc, vous avez acquis un certain nombre de compétences, mais il faut les réapprendre. La joueuse de rugby, pareil, disait, mais j'arrive plus à plaquer, je suis jamais dans les temps, je suis en retard, je pars trop tard. Je crois que je vais partir plus vite, du coup on me rattrape. Voilà, il y a un déphasage qui se fait. Moi, pareil, en canoë, il y a des choses que j'arrive plus du tout à appréhender. Il y a des craintes aussi, il y a le côté crainte qui arrive, qu'on n'a pas quand on est un garçon, lié encore une fois à cette agressivité de la testostérone qui arrive, où un message de combat va se transformer par une accumulation d'énergie, alors que chez les femmes, on va plus avoir tendance à la fuite. Et donc, il y a le premier réflexe, la nanoseconde du réflexe, un réflexe de peur qui va se transformer après en réaction. Alors que chez le garçon, le premier réflexe va être une agressivité. Donc, le temps de réponse n'est pas du tout le même. Donc, tout ça s'apprend. Et une personne trans, avoir un déséquilibre total. Une personne hyperandrogyne, par contre, c'est pas du tout la même chose parce qu'elle n'a pas vécu de coupure. Donc elle va se retrouver avec une capacité, avec des taux de testostérone qui sont quand même assez élevés. Et c'est là aussi qu'il faut mesurer si oui ou non il y a un dépassement de capacité, non pas sur le taux de testostérone, parce que vous avez des femmes qui ont des taux de testostérone de malades, mais qui n'ont pas les récepteurs, donc ça sert à rien, lié à des ovaires polyandrophiques. Enfin, il y a tout. Je ne vais pas rentrer dans le médical parce qu'en plus, je ne vais pas utiliser les bons termes, mais voilà, il y a des capacités de production de testostérone, y compris pour les femmes cisgenres. Et tous ces cas-là doivent être étudiés. Donc, ce qu'il faut regarder au final, et c'est assez simple, mais ils ne veulent pas l'entendre, c'est est-ce que sur une compétition, une personne est en équité ou pas. C'est pas connaître son passé, c'est pas connaître ce qu'elle a été ou les classements qu'elle avait pu voir avant. C'est sur le moment qui est intéressant de savoir si les filles qui sont autour vont pouvoir combattre, se mesurer ou pas. Donc, tout ça, ce sont des régulations, ce sont des tests. Il faut savoir qu'en médecine du sport, on va très très loin aujourd'hui. On est capable de mesurer l'épaisseur de la membrane cellulaire donc d'un athlète. Donc, on est capable de déterminer les facteurs de performance d'un sport. Il faut arrêter aujourd'hui. Donc, c'est juste une volonté politique qui n'existe pas. Et la volonté surtout d'exclure. Mais peut-être que ça fait lien avec la question du public qu'on a. Oui. Alors, on a quelqu'un du public qui nous a dit que c'est vrai que dans le sport féminin actuel, on a vraiment cette volonté de respecter une norme du corps avec des taux d'hormones précis, etc., et des limites à pas dépasser. Selon toi, est-ce que c'est justement tout le système de catégories de genre qui a repensé dans les compétitions sportives,
Ou est-ce qu'il faudrait plutôt faire des catégories selon le poids, par exemple, comme au judo ou dans des sports de combat, c'est assez régulier, ou selon des catégories du coup adaptées au sport, comme tu disais, au cas par cas? Et est-ce qu'il faut garder du coup ces compétitions hommes-femmes ou mixées ou... Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu vois idéalement en fait les compétitions sportives à l'avenir dans un monde idéal? Le monde idéal, c'est celui d'un monde idéal en pousse un autre, hein, donc on va dire avec la perception que l'on a. Puis il y a une question à se poser, c'est l'utilité du sport déjà. À quoi ça sert de faire du sport? Et du sport de haut niveau, après, c'est la deuxième question. Donc là, l'utilité de faire du sport, il est multiple. Il y a le sport santé, il y a le sport culture, il y a le sport inclusion, il y a le sport sociétal, c'est-à-dire celui qui permet à un être de se socialiser au travers d'une activité dont les règles sont connues, dans un espace sécurisé, qui n'est pas ni celui du monde du travail, ou moins, et encore moins celui de la guerre ou celui de la confrontation violente. Donc, bien sûr qu'il y a une utilité au sport. Il faut que tout le monde se retrouve dans le sport aussi. Donc, il faut faire du sport de loisir, du sport de compétition, parce que l'homme ou la femme, au sens large, l'être humain au sens large, a besoin de se mesurer. On rencontre ça dans le règne animal, c'est pas juste afférent à l'être humain. Donc, on est fabriqué comme ça et il faut le respecter. Donc, le sport est utile et quand on n'est pas dans un mode de compétition, bien sûr qu'il faut rentrer dans un monde complètement ouvert, inclusif, mixte, qui respecte le continuum humain, puisque hommes et femmes, c'est pas juste une binarité, il y a tout un continuum au milieu. Voilà. Mais après, quand on arrive sur une confrontation, c'est quoi le but de la confrontation? Le but de la confrontation, c'est se mesurer, se faire plaisir, se mesurer, et avoir l'équité de chance de pouvoir performer. L'égalité n'existe pas, évidemment. On ne choisit pas de naître dans le corps de Marie-Josée Pérec ou des grands sportifs d'aujourd'hui, hein. Donc, ou de Léon Marchand. Voilà. Donc, ces facultés-là doivent amener un ensemble de personnes à peu près homogènement compatibles, on va dire. Pourquoi le sport féminin, il est important? Le sport féminin est important sur deux facteurs. D'abord, on n'efface pas, quand on rentre dans un terrain, tous les effets sociaux. Donc la domination de l'homme dans la société et le patriarcat, il existe toujours. Il a été à son apothéose, on va dire, au Moyen-Âge, à la Renaissance en Occident, mais aux États-Unis, il est encore plus prégnant avec le masculinisme aujourd'hui. Donc, il y a ce côté hormonal aussi qui rentre en compte. Quand il y a un homme et une femme face à une tâche, la femme va avoir une tâche physique, hein, je parle, va avoir tendance à laisser l'homme faire. Et moi, je le vois, ça m'est arrivé de me faire porter des packs d'eau, des choses comme ça, alors que la personne a été moins costaud que moi. Mais bon, la personne voulait me faire plaisir, moi, j'ai pas dit non, et voilà. Mais bon, et on s'aperçoit que, notamment sur l'alpinisme, où les femmes ont tendance à laisser passer les hommes en premier. Sur les cordées de première, en escalade ou dans des parois. Et qu'il y a des filles qui ont fait une association d'escalade entre filles parce que les femmes, alors qu'elles restent derrière quand il y a des hommes, prennent facilement la tête et améliorent leur performance parce qu'elles jouent pas avec des hommes, en fait, c'est ça. Et ça aussi, ça se respecte. Ça se respecte parce qu'il faut que ça soit sécurisé pour tout le monde. Il faut qu'une femme ait cette sensation qu'elle ne va pas être minimisée par un homme qui va montrer ou démontrer, parce qu'un homme va avoir cette maladresse de vouloir démontrer la performance. Alors des fois ça tombe mal, hein, quand la nana, je l'ai dit, est plus performante que le garçon, généralement ça se passe pas très bien pour lui, et ça arrive, hein. Moi, j'ai plein d'exemples comme ça, super rigolo. Bon, quand le gars il a pas trop d'ego, on en rigole et ainsi de suite, mais voilà, le gars il essaie, il veut montrer, il n'y arrive pas, la nana elle y arrive tout de suite derrière, quoi. Donc bon, mais c'est sûr que la binarité, ça permet quand même une visibilité de la femme dans la société.
Et ça, il faut aussi ne pas l'effacer. Comme on sait qu'il y a 20% de performance en plus chez les hommes, forcément, si on enlève la catégorie femmes, dans la compétition, on va dire, à enjeu, avec un enjeu, il n'y aura plus de femmes. Il n'y aura plus de visibilité de femmes. Et c'est pas ce qu'on veut du tout. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse exister. L'équité des femmes, bien sûr que moi j'étais la première à faire en sorte, à étudier le fait, est-ce qu'une femme trans qui arrive dans une équipe ou en pratique féminine va respecter cette équité. J'étais la première même à y mettre même des doutes au départ. Et puis quand j'ai vu que déjà que par moi-même, je n'étais pas du tout à la hauteur de ce que je pensais et que autour de moi, toutes les trans vivaient exactement la même chose et j'ai commencé à remettre en cause les évidences. Et en étudiant le phénomène aujourd'hui, je peux assurer que 98 ou 99% des femmes trans peuvent concourir dans la catégorie féminine sans aucune inéquité. Maintenant, voilà, il faut émettre ses limites, ses règles, et en tout cas qui ne passent pas par l'étude d'un seul gène, comme ça, c'est complètement ridicule. Avant de finir, on voulait te demander, on va voir ce soir Lisa, qui est éleveuse caprine, et on voulait savoir si tu avais une question pour elle, parce que comme vous ne pouvez pas vous rencontrer comme ce qui aurait dû se passer dans la conférence, on voulait quand même qu'il y ait une interaction entre vous. On peut te laisser 2 minutes si tu as besoin de réfléchir, si tu avais une question à poser. Donc Lisa, elle est éleveuse caprine, elle a 25 ans. Elle s'est installée sur son exploitation quand elle avait 21 ans. Elle n'est pas issue du monde agricole. Et elle s'est installée toute seule, du coup, à 21 ans. Beaucoup de respect. Je pense que ce sont des femmes modèles. Il y en a beaucoup eu dans la société. Il y en a beaucoup. Il faut savoir que pendant la guerre, lorsque les hommes allaient mourir au combat, les femmes se sont retrouvées du jour au lendemain, toutes seules, à conduire, à diriger et vivre la société. Et toute la société repartie d'après-guerre grâce aux femmes, qui, encore une fois, sans les hommes, marchent mieux qu'avec des hommes. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'elle ait réussi toute seule, parce que avec la technologie d'aujourd'hui, on peut complètement pallier à la force physique brute. Il y a aussi un aspect mental, c'est-à-dire que dans la dureté des climats, dans la dureté à l'épreuve, une femme peut se montrer beaucoup plus résiliente. On le voit en très haut alpinisme. Le nombre de femmes qui ont fait des choses incroyables et qui ont... J'en ai plein, j'ai plein de noms qui ont démontré aux hommes qu'elles savaient faire mieux qu'eux. Les navigatrices, pareil. On se souvient de plein de nanas, Florence Artaud bien évidemment, mais plein d'autres. Il faut quand même savoir que c'est quand même des femmes qui ont fait les calculs pour que les hommes puissent aller sur la Lune, quoi. Donc là, ils ont fait un peu plus gaffe cette fois-ci. Ils vont quand même amener des femmes aussi. Mais je veux dire par là que sans les femmes, les hommes ne peuvent pas faire grand-chose. Dans tous les secteurs, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas très surprenant parce que si la nature humaine, la nature tout court, a créé une diversité genrée pour qu'il y ait une complémentarité, cette complémentarité, on s'aperçoit qu'elle est efficace dans tous les secteurs, y compris modernes. Donc, vouloir effacer les différences, pour moi, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. J'ai une copine qui a tous les permis des poids lourds les plus gros du monde, qui est une spécialiste de ces engins incroyables, et elle est reconnue dans le métier pour avoir une finesse de pilotage que personne n'a. Et elle conduit des camions de notre monde. Elle a fait sa saison à Saint-Lary en ratraque. Et elle est connue parce qu'elle abîme moins les appareils, parce qu'elle y va beaucoup plus en douceur, mais elle est plus rapide dans l'exécution globale. Alors moins dans certains gestes peut-être, mais en tout cas c'est plus efficace. Donc je dirais que le métier de ce qu'elle fait, élever des chèvres, faire tout son fromage, c'est pas ça qui est le plus compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est de faire tout toute seule. Gérer derrière les comptes, gérer les approvisionnements, gérer la commercialisation. Donc moi, c'est pas le fait qu'elle soit une femme à élever des chèvres qui m'impressionne, c'est qu'elle fasse tout ça. Donc ce petit bout d'être humain arrive à tout faire. Ça m'impressionne. Et bah, du coup, on va conclure sur ce point. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, pour ton avenir ?
à 56 ans, votre avenir, il est quand même beaucoup plus derrière. Alors, moi, mon avenir, c'est plein de bonheur. En fait, je construis ma vie autour du bonheur aujourd'hui. Je regarde de façon stupéfaite, on va dire, le monde un peu s'écrouler, hein, la biodiversité s'écrouler. Moi, je suis très optimiste. Je pense que de toute manière, la planète, elle n'est pas en danger. Hein. La planète, elle a fait sans l'être humain pendant milliards d'années. Elle va faire pareil avec des milliards d'années. Donc, la planète, elle n'a aucun problème. Non, c'est l'être humain qui dépense des milliards à faire du grand n'importe quoi. Voilà, on s'invente des intelligences artificielles qui vous fabriquent des CV et puis après qui vont les lire, qui vont les analyser. Donc c'est n'importe quoi. Voilà, on sait faire du grand n'importe quoi. Bon, voilà. Et puis il y a des choses qui vont bien parce que la vie aujourd'hui est quand même plus facile sur la planète et va mieux qu'il y a quand même un certain nombre d'années sur la façon globale. Donc on va dire que globalement tout va mieux. Mais si tout le monde allait chercher son grain de bonheur là où on l'attend pas, là où ça n'est pas qu'une histoire de chance, c'est aussi une histoire de saisir les opportunités. Et puis si tout le monde a envie d'être heureux, on vivra peut-être tous mieux heureux, quoi. Moi, je crois plus à une volonté collective qu'à dire que l'équilibre de chacun et le chacun pour soi. Si chacun va mieux, alors la collectivité va mieux. Non, moi, je passe sur il faut quand même partager les choses, se parler. Voilà, je suis sûr qu'il y a des générations qui vont abandonner les réseaux sociaux parce que c'est stérile, c'est complètement stérile. On passe des heures à rien voir. Mais je le fais aussi. Hein. Alors peut-être moins que ma fille. Mais il y a déjà, on va dire que j'habite aujourd'hui au bord d'un bois. On a les sons d'oiseaux, on a les biches qui viennent. Enfin, et là, on respire un bonheur qu'on n'a pas dans la confrontation, dans les politiques, dans vouloir toujours plus. Moi, j'ai fait, je crois... je suis pas dans un état de décroissance, c'est pas ça. Je suis dans un état de vouloir avoir juste ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Et aujourd'hui, j'ai tout. Merci beaucoup, en tout cas. Je pense qu'on aurait eu encore beaucoup de questions. C'était passionnant. Merci de bien vouloir... voulu nous accorder le temps que tu nous as accordé. Mais merci à vous. Et puis vous avez toute votre vie devant vous. Soyez les plus heureuses possible. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Femmes d'avenir. Merci de nous avoir écoutés. Des ressources complémentaires sur les femmes cisgenres et transgenres dans le sport sont disponibles en description de l'épisode. Cet épisode a été enregistré par Pauline Bernard et Margot Jouvin. L'introduction a été écrite par Anaïs Denis et lue par Pauline Bernard. L'épisode a été préparé par Pauline Bernard, Anaïs Denis, Margot Jouvin, Alice Louvier et Mila Witcher. L'épisode a été monté et étalonné par Mila Witcher.